Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un ancien collègue de classe, Dr Pierre Frémont, qui est médecin de famille à Québec, qui travaille au groupe de médecine familiale universitaire Laurier, mais qui fait beaucoup d'autres choses, comme vous allez le découvrir dans quelques minutes. Pierre, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'accepter de me recevoir dans ta maison. On a mis les deux chiens à la porte pour éviter de se faire déranger, donc on va avoir, je pense, une heure très intéressante. Donc, pour la petite histoire, j'ai connu Pierre en 1988, donc au début de mes études en médecine à Québec. Pour vous situer, cette année-là, Ben Johnson avait gagné le 100 mètres aux Jeux olympiques de Séoul à l'automne et avait été disqualifié quelques jours plus tard pour dopage. Alors, avant de commencer, Pierre, je vais te faire une confidence. Moi, quand j'ai commencé mes études en médecine à Québec, j'arrivais du cégep. Et toi, donc, tu étais en études de doctorat. Oui, c'est ça. Et il y avait avec toi un groupe, vous étiez comme un trio. Il y avait Paul Poirier, qui est cardiologue à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Exactement. Puis il y avait Dr Luc Grondin, qui est radiologiste dans la région de Trois-Rivières, à ma connaissance. Exactement. Alors, je dois vous te dire, Pierre, que je vous trouvais extrêmement vieux. On l'était un peu. Pour un gars qui arrivait du cégep, donc à 18, j'avais, je pense, 18 ans à l'époque, puis donc toi, tu en avais peut-être 25, 26. J'avais l'impression que vous aviez 50 ans. Puis là, aujourd'hui, je trouve qu'on a l'air d'avoir à peu près le même âge. Alors, ça, c'était ma là, aujourd'hui, on va peut-être parler d'exercice pour le maintien de la santé. Hein? Alors, je vais prendre quelques instants pour te présenter. Donc, tu as commencé tes études en 1981 par un bac en activité physique. Tu as ensuite débuté une maîtrise en médecine expérimentale que tu as convertie en doctorat, que tu as terminé, si je ne m'abuse, à la fin des années 80, donc en 90. Tu as effectué, en terminant ton doctorat, tes études en médecine de 88 à 92. C'est là qu'on étudie ensemble. Ensuite, une résidence en médecine familiale, également à l'Université Laval. Tu as par la suite effectué diverses formations, dont un fellowship en service de médecine du sport, rééducation et réadaptation fonctionnelle à Montpellier, en France. Tu as obtenu un certificat en compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice du Collège des médecins de famille du Canada. Tu es impliqué dans l'enseignement, soit à titre de chargé de professeur associé ou de professeur titulaire au département de médecine familiale de l'Université Laval, au département de réadaptation de l'Université Laval et également à la faculté de kinésiologie de l'Université de Calgary. Tu as été impliqué au niveau sportif avec plusieurs équipes sportives. Là, je vais en nommer quelques-unes. Là, les Harfans de Beauport de la Ligue junior majeure du Québec, le club de football Rouge et Or, plusieurs équipes sportives au niveau du Rouge et Or, les Remparts de Québec. Tu as été médecin de l'équipe médicale canadienne aux Jeux olympiques d'Athènes en août 2004. Tu as été membre de l'équipe médicale de l'équipe canadienne de ski alpin de 2008 à 2012. Tu as également été membre expert médical d'un groupe de travail ministériel sur les commotions cérébrales de 2014 à 2015, membre du comité de révision des orientations ministérielles pour le traumatisme crânio-cérébral de 2005 à 2010. Dans le moment, tu es membre de la Canadian Concussion Collaborative, qui est un groupe de travail de l'Association canadienne de la médecine du sport et de l'exercice, si je ne m'abuse. Ça achève, mon cher. Tu es également membre d'un groupe de travail fédéral, provincial, territorial sur les commotions cérébrales de Sport Canada depuis 2015. Également membre conseil sur les commotions cérébrales pour le ministère de l'Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec.
membre conseil pour les commotions cérébrales, sous-comité sur les commotions cérébrales de Parachute Canada depuis 2016. Également pour le ministère de la Santé et Services sociaux, tu es médecin conseil sur les commotions cérébrales, en plus d'être directeur du programme de compétences avancées en médecine du sport et de l'exercice depuis 2020. Tu as reçu d'innombrables prix et distinctions, prononcé plus de 80 conférences, écrit plus de 80 articles revus par les pairs et plus de 150 résumés. Donc, un parcours bien rempli. Je pense que j'ai donné l'essentiel. Ce qui m'amène à te demander ton intérêt pour la médecine sportive, ça vient d'où? Parce que pas quelque chose que je connaissais à l'époque. Puis, je regardais le début de ton pedigree. Ça n'avait pas l'air parti dans cette direction-là nécessairement, ou c'était juste caché ou latent? Non, c'est devenu l'intégration un peu de mon cheminement en kinésiologie, en recherche, parce que mes travaux étaient au niveau de la physiologie musculaire au laboratoire du PEPS. Et tout ça, ça s'est intégré naturellement avec un vécu de sportif, là, sans avoir fait du sport de haut niveau. J'ai été actif toute ma vie, au water polo notamment. Okay. Et tout ça, c'était l'évolution naturelle des choses pour moi à travers une pratique de médecine familiale. OK. Puis qu'est-ce qui t'a attiré même avant tout ça en médecine? Est-ce que c'était un rêve de jeunesse qui n'avait pas pu se conclure en début d'études universitaires, ou c'est venu avec l'usage? C'était pas un projet à long terme. J'ai terminé mes études de PhD à un moment où la réalité de la recherche est un peu difficile en termes de financement, en termes de perspective de carrière. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai réalisé que ça m'intéressait vraiment. Alors, j'ai dit, pourquoi pas? Je l'ai essayé. On m'a ouvert la porte, on m'a accepté. Puis je ne l'ai jamais regretté depuis ce temps-là. Puis à la médecine du sport, c'est greffé un intérêt pour les commotions cérébrales, qui est venu en même temps, encore une fois, ou ça a été une espèce d'évolution dans ta pensée ou dans ton... Au moment où j'ai commencé ma carrière, la directrice, en fait, une pionnière de la réadaptation à Québec, Carol Richards, m'a recruté comme professeur au sein de son département de réadaptation pour tout ce qui était à la frontière des disciplines de réadaptation et de la médecine. Alors, j'enseigne... On est en quelle année, là, juste pour... On est en 1994. OK, parfait. Et là, je suis devenu le médecin dans le groupe de réadaptation qui enseignait un peu tous les thèmes à la frontière, toutes les notions qui étaient pertinentes pour les physiothérapeutes à la frontière de la médecine. Et ça m'a placé dans une carrière académique où là, j'ai eu le temps de m'intéresser à certaines problématiques que j'essaie de faire avancer maintenant. Et dans ces problématiques-là, il y avait les commotions cérébrales qui étaient en pleine ébullition. Il y avait une prise de conscience à ce moment-là. Il y avait très peu de choses de faites. Et donc, c'était un beau terrain pour essayer d'en faire une contribution académique. C'est parce que si je me rappelle, moi, pour avoir joué du hockey de relativement haut niveau là, à l'adolescence, à la fin des années 80, c'est ce que je disais d'ailleurs à mon fils cette semaine, là, un de mes plus jeunes qui joue au hockey, on parlait de commotion cérébrale, puis je lui disais, Philippe, dans mon temps, là, le traitement d'une commotion cérébrale, en bon québécois, on sautait un shift quand on jouait au hockey. Là. On est en 85-86. Là. Absolument. Puis on était étourdis pendant 3-4 jours, puis... Et tu décris clairement ce qu'on appelle des fois la culture du guerrier. Prends sur toi, en disant t'as mal de tête. Moi, j'ai joué toute ma carrière, disait le coach, avec mes maux de tête quand j'avais des bons coups. Exactement. Puis fais comme moi. Sinon, reste chez vous. Et là, on a fini par comprendre que c'était une blessure dont il fallait prendre soin, autant qu'une entorse de cheville, qu'une blessure au genou. Mais as-tu l'impression que, toi, dans le milieu des 90, cette prise de conscience-là était certainement plus au niveau académique qu'au niveau du grand public? Est-ce que je me trompe ou... On est à l'époque du premier... On est autour de l'époque du premier consensus international sur les commotions cérébrales. Alors ça, c'était un mariage de chercheurs et de cliniciens qui cherchaient à initier une prise de conscience. Mais... c'est les premiers de ces consensus-là qui ont eu lieu aux 4 ans depuis ce temps-là,
n'ont pas eu beaucoup d'impact. Non. Donc, c'est plus au milieu des années 2000, voire la fin, proche de 2010-2012, que là, la prise de conscience a commencé à avoir un plus grand impact sur le terrain. J'ai pas fait de vérification, mais j'ai le souvenir, disons, mais il y avait eu Eric Lindros, ça c'était peut-être un peu avant, puis le retrait peut-être de Sidney Crosby pour commotion cérébrale, ça marque l'imaginaire collectif, peut-être plus qu'un consensus scientifique. Et c'est le genre d'incident avec une très grande visibilité médiatique là, qui a beaucoup contribué à ouvrir la porte, à appliquer les recommandations des experts. Okay. Parce que c'est pas très sexy dans les médias de parler du consensus international d'une gang d'académiciens puis de médecins du sport. Oui, c'est ça. Mais quand c'est catalysé par un événement médiatique comme un de ces talentueux hockeyeurs-là, dont la carrière est menacée ou même terminée en raison d'une commotion, bien là, c'est triste, mais ça a grandement aidé à mieux faire les choses graduellement. On a peut-être sauté un peu vite dans le vif. Là. C'est quoi, Pierre, là? C'est quoi une commotion cérébrale? Là? Que les gens comprennent bien là, par rapport à un traumatisme crânien. Là, peut-être dans l'esprit des gens, c'est un peu mélangé. Bien, d'abord, la commotion cérébrale, c'est un traumatisme crânio-cérébral. Donc, le crâne lui-même, la structure osseuse n'est pas nécessairement blessée, mais le cerveau à l'intérieur est blessé mécaniquement, généralement par un mouvement de va-et-vient ou de torsion, qui découle d'une force traumatique reçue au corps ou directement à la tête. On peut penser au mécanisme de whiplash en automobile ou un coup direct dans un sport. Et là, on se situe à une extrémité, au début du spectre de gravité des traumatismes crânio-cérébraux. Il y a des traumatismes catastrophiques qui vont être associés à des lésions anatomiques, des saignements et des séquelles vraiment dramatiques. Mais dans les commotions cérébrales, la force mécanique va altérer un petit peu la structure des cellules le long des axones dans les cellules du cerveau, mais il n'y aura pas de saignement, il n'y aura pas de grosses perturbations anatomiques visibles avec les techniques habituelles comme la résonance magnétique. Mais il va y avoir des perturbations fonctionnelles. Le fonctionnement du cerveau va être perturbé d'une façon plus ou moins prolongée au cours du processus de guérison. Puis c'est là qu'il y a une gamme très large de symptômes qui peuvent caractériser la commotion d'une façon qui va varier d'un individu à un autre. OK, mais disons, quel genre d'impact que ça prend, disons, pour faire une commotion cérébrale? Est-ce qu'il y a des critères bien établis ou c'est variable d'une personne à l'autre? Là, parce qu'on entend des histoires, parfois, des commotions cérébrales, les gens se cognent la tête sur un comptoir de cuisine, alors qu'il y en a d'autres qui font des sports de contact puis qui n'ont pas vraiment de blessures ou ne consultent pas. Bien, c'est un bon point parce que si on prend, par exemple, les études qui ont essayé de mesurer les forces d'impact puis essayer d'identifier un seuil qui peut être associé ou non à une commotion cérébrale, ça n'a pas bien fonctionné, c'est-à-dire qu'il y a eu des tableaux cliniques de commotion cérébrale associés à des forces très faibles, puis des impacts d'une extrême violence qui n'ont pas nécessairement été associés à des commotions cérébrales. Et ça peut venir du fait, je te donne par exemple l'exemple d'un sportif qui voit venir un impact, un joueur de football qui anticipe un impact, qui a un cou gros comme nos quatre cuisses mis ensemble, qui est très, très développé musculairement et qui absorbe un impact qu'il voit venir. Souvent, ça va se solder par bien peu de choses, voire aucun symptôme de commotion cérébrale, alors qu'un impact qui arrive en dehors du champ de vision, qu'on ne voit pas venir, comme des fois les impacts qui viennent un peu de l'arrière au hockey, avec des rotations importantes de la tête, alors que le cou n'est pas préparé à stabiliser, à absorber l'énergie. On va mesurer une force relativement faible d'impact dans un cas comme ça, mais il peut y avoir une grave commotion cérébrale. Quel est le rôle des casques de protection, disons un casque de football ou à la boxe, les casques en boxe amateur, est-ce que c'est une fausse protection?
Oui et non. Okay. On sait que de porter un casque dans une activité qui est à risque de chute, comme le ski alpin, le vélo, lors de chutes accidentelles ou de collisions, ça peut faire la différence. Là où il y a eu de la controverse et pour laquelle il n'y a pas de sorte de casque démontré comme étant plus efficace qu'un autre casque, c'est pour prévenir les commotions cérébrales, mais ça reste toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modèle de casque de football démontré qu'on pourrait vendre en disant « voici un casque qui prévient les commotions cérébrales ». Parce qu'il n'y a pas de démonstration scientifique. Donc, ça prend un bon casque, un casque bien ajusté, puis on va obtenir la même protection qu'avec le super casque de dernière génération si le casque est en bon état et qu'il est bien ajusté. On comprend aussi que l'ajustement du casque est important. Donc, les joueurs de hockey qui ont un casque trop grand avec la courroie qui descend 2 pouces en dessous du menton, là, ça diminue la performance du casque pour protéger. On parlait de casque de football. Moi, ce qui m'impressionne, que j'ai découvert récemment, c'est le poids d'un casque de football par rapport à un casque de hockey. Je me disais que toute fin pratique, c'est que le casque est tellement lourd au football que c'est presque dangereux pour le cou à certains égards, mais je présume que non. Mais... Je vais en rajouter. Je vais te faire imaginer ça chez un jeune dans du football de niveau primaire où la proportion de la tête est énorme par rapport à celle du corps, par rapport à un adulte, oui. Et où la force du cou est nettement moindre que quelques années plus tard. Alors, oui, c'est des combinaisons de facteurs comme ça qu'il faut considérer dans la façon dont on expose les jeunes à certaines activités. Puis la place du protège buccal ou du protège dents dans la prévention des commotions cérébrales, c'est pas seulement pour les dents qu'on porte ça? Non, et c'est intéressant ça parce que pas plus tard qu'à la dernière rencontre de consensus à Berlin en 2016, c'est les recommandations en cours actuellement, la revue systématique sur la prévention ne démontrait pas d'effet des protecteurs buccaux, mais depuis ce temps-là, il y a eu des nouvelles études qui vont vraisemblablement changer ça lors du prochain consensus à l'automne 2022. Il semble y avoir un effet protecteur avec un protecteur buccal. Le mécanisme n'est pas clair. Ça semble redistribuer la transmission de force, augmenter peut-être la stabilité au niveau des muscles du cou, écarter un petit peu l'espace temporomandibulaire. Donc, plusieurs facteurs potentiels, mais au bout du compte, il semble y avoir un effet protecteur. Pour les parents qui nous écouteraient, là, leur enfant fait un sport de contact ou peut-être même un sport qui n'implique pas nécessairement de contact, il y a une chute, il y a un coup à la tête, qu'est-ce qui amènerait les parents après l'activité ou pendant l'activité à se dire peut-être que mon enfant vient de faire une commotion cérébrale? Ce serait quoi les signes, là, les simples à reconnaître? Les choses qu'on observe initialement puis qui doivent nous amener à poser des questions, c'est ce qui se passe dans la suite d'un impact visible, une bonne mise en échec, un plaquage au football. Alors, si le jeune reste au sol, se prend la tête, en particulier s'il y a un déséquilibre au moment de vouloir se lever, c'est tous des signes visibles dans les premières secondes qui ne veulent pas automatiquement dire commotion cérébrale. En fait, s'il y a un déséquilibre, on peut conclure. Bonnes chances, il y a des bonnes chances, mais juste le fait de rester au sol quelques secondes, ça ne veut pas dire commotion cérébrale, mais ça veut dire qu'on devrait porter attention, aller poser plus de questions pour voir si le jeune développe des symptômes. On parle de quoi à ce moment-là? Mal de tête, étourdissement, nausée, un jeune qui devient très, très émotif, qui commence de façon disproportionnée à dire « tu vas pas me retirer du jeu » ou qui commence à pleurer, ça fait partie des manifestations. Okay. Puis il y en a plusieurs comme ça, des troubles visuels, sensibilité à la lumière, il y en a toute une liste. Ce serait quoi, mettons, le critère minimal, là, parce que quand on a tous ces symptômes-là,
c'est assez facile. Oui. Disons le symptôme minimal ou le critère minimal pour dire il y a commotion cérébrale. Le plus fréquent à rechercher, le plus souvent présent, c'est le mal de tête. OK. Les autres, ça vient se rajouter et ça vient augmenter notre conviction qu'on doit retirer le jeune de son activité immédiatement. Et quel est le traitement d'une commotion cérébrale? C'est des choses très, très simples pour les premiers jours. Retirer immédiatement dès qu'on a une suspicion. Obtenir un diagnostic idéalement. Mais surtout, respecter une période de repos d'à peu près 48 heures. On peut prolonger un peu, ça peut être 72 heures s'il y a beaucoup de symptômes. Et dès qu'il y a, au-delà de ce court repos initial-là, une amélioration, on peut commencer à tenter une réactivation graduelle à domicile, tant au niveau du travail mental que de l'activation physique avec une marche autour du quartier, des choses comme ça. Quand tu parles, je m'excuse, quand tu parles du repos de 48 heures, c'est vraiment repos complet là, à la maison, sans tenir vraiment aux petites activités de la vie quotidienne. Activités de base, on retire le temps d'écran autant que possible. Pas d'école, probablement. On retire de l'école, on se repose. Ça ne veut pas dire la porte fermée, la chambre dans le noir. C'est ça. Sauf que il y en a qui ne le tolèrent pas, par contre. Hein, je pense à la lumière aussi, des fois. C'est ça. Si le jeune a beaucoup de sensibilité à la lumière et est bien dans le noir, c'est correct. Il ne faut pas lui imposer à tout prix. On le garde tranquille à la maison, tout simplement, pour 48 heures. Puis après ça, on essaie de tester sa capacité de travailler avec son cerveau, avec des petites tâches mentales, essayer de faire un peu de lecture, un petit peu de temps d'écran, donner signe de vie à ses amis sur les réseaux sociaux. Ça leur fait du bien mentalement, mais pas de passer 1 heure à éplucher tout leur réseau. On les réactive physiquement de façon graduelle et ça inclut un retour graduel à l'école par la suite quand ça se passe bien à la maison pour à peu près l'équivalent d'une période de cours à la maison s'il n'y a pas d'augmentation de symptômes. Puis l'augmentation de symptômes, c'est le critère le plus important pour guider sa progression. Okay. Donc, le jeune qui fait une activité, il doit se demander, est-ce que mes symptômes augmentent? Puis, à quel niveau d'activité ou quelle durée d'activité je constate que mes symptômes augmentent? Et ça, c'est son guide. Il faut bien comprendre cette notion-là de seuil d'augmentation des symptômes. Ça devient le guide du retour vers la normale. Pas toujours facile lorsqu'on parle de sport, puis que l'enfant ou l'adolescent est conscient que la récidive des symptômes peut retarder le retour aux activités, j'imagine? Oui, un des défis, c'est de convaincre le jeune qui travaille pour lui-même, qui travaille pour le reste de sa saison puis de sa carrière de sportif. Aussi, et ceux qui deviennent les meilleurs messagers de ce message clé-là, c'est ceux qui font l'erreur de vouloir retourner trop vite, qui nient leurs symptômes, qui récidivent précocement, qui font un très mauvais épisode. Quand les choses finissent par aller bien, souvent, ça devient les meilleurs alliés. Moi, je leur dis, là, il faut que tu donnes le message à ton équipe que la meilleure chose à faire, c'est pas de vouloir revenir tout de suite au péril de ta carrière sportive et dans la vie en général, c'est de sortir suffisamment longtemps pour bien guérir, puis revenir bien guéri, puis en force, et non pas revenir te reblesser. Mais, il faut vraiment travailler sur ce message-là. Sors vite, guéris vite, puis reviens en force. Ce serait quoi, mettons, tu dirais, là, pour une activité, un sport de contact, l'arrêt minimal pour une commotion cérébrale, si on parle de football, hockey... Si on respecte le repos initial puis les 5 étapes du retour graduel aux activités, dans un cas qui n'aurait plus de symptômes au lendemain de sa blessure, on parle d'une semaine. OK, quand même. Dans le meilleur des scénarios. Okay. Puis dans le pire des cas, les cas que tu as vus peut-être les plus sévères ou... Dans certains cas de commotion par-dessus commotion, lorsque des jeunes sont retournés trop tôt au sport et se sont fait reblesser dans un contexte où ils ne sont pas guéris, il y en a qui développent des symptômes chroniques, mais c'est une infime minorité. Il faut surtout comprendre qu'il n'y a pas de raison que ça arrive si on apprend à bien faire les choses. À bien gérer ça.
l'imagerie dans les commotions cérébrales? Tu disais tout à l'heure, tu l'as évoqué, scan, résonance magnétique, ça a plus ou moins sa place? Les choses qu'on a dans nos urgences, là, c'est-à-dire les radiographies simples, les tomodensitométries, les résonances magnétiques, par définition, ça va être normal dans la commotion cérébrale. Si on a des critères de gravité qui nous amènent à faire ces imageries-là, c'est pour s'assurer qu'il n'y a pas des traumatismes crânio-cérébraux modérés ou sévères qui, eux, sont souvent associés à des trouvailles avec ces examens-là. OK. Pour les commotions cérébrales, bien, c'est plus des techniques d'imagerie utilisées en recherche actuellement, comme l'imagerie fonctionnelle, où on fait faire une tâche visuelle ou manuelle, on fait travailler le cerveau pendant que l'appareil enregistre des images du cerveau, puis là, on voit des zones du cerveau dont le fonctionnement est affecté. Mais ça, c'est, compte tenu du coût, de la longueur de ces examens-là et tout ça, c'est pas opérationnel pour une pratique de tous les jours et ça sert surtout à la recherche. Les séquelles à long terme d'une commotion cérébrale, parce que ça aussi, c'est beaucoup plus médiatisé, notamment au football. Il y a eu un film qui s'appelait Concussion avec Will Smith il y a quelques années là, qui a peut-être mis la lumière là-dessus. Là. Moi, je vois ça surtout, je vois ça à l'image des cas qu'on a évoqués au début, de ces athlètes-là qui ont aidé à faire développer une prise de conscience. Ça, c'est quelque chose qui découle essentiellement d'une époque où on n'avait pas appris à bien faire les choses, où les joueurs jouaient des carrières de football en enchaînant les commotions cérébrales par-dessus commotions cérébrales mal guéries. Et ils ont développé ce qui semble de mieux en mieux compris scientifiquement, là, comme des tableaux neurodégénératifs, autrement dit des choses qui peuvent s'apparenter à des maladies comme la maladie d'Alzheimer, très tard dans leur vie, beaucoup d'années après la fin de leur carrière. Mais, encore une fois, il n'y a pas de raison de penser qu'une carrière sportive marquée par 1, 2, 3 commotions cérébrales très bien gérées une à la fois va donner ce genre de tableau-là. Donc, il faut faire attention de ne pas associer sport de contact avec risque de maladies neurodégénératives. Carrière de commotion cérébrale mal gérée, là, il faut s'en inquiéter. Donc, il faut que les jeunes apprennent et les milieux sportifs, et les parents, et les professionnels de santé apprennent à bien les gérer une à la fois. Si on parlait de boxe, mettons un Mohamed Ali, est-ce que c'est sa maladie de Parkinson dans la trentaine, il doit y avoir des écrits là-dessus. Est-ce que c'est une conséquence des coups répétés à la tête ou c'était... En fait, c'était probablement... ça a été décrit là, initialement comme la dementia pugilistica dans la littérature scientifique il y a, si je me souviens bien, dans les années 60. Et c'est probablement les premières descriptions de ce qu'on appelle aujourd'hui l'encéphalopathie chronique traumatique. Mais dans un contexte où on doit considérer aussi les traumatismes répétés, les traumatismes sous-commotionnels, qui ne vont pas toujours être associés à une commotion évidente, mais les nombreux coups à la tête répétés. Et c'est un effet qu'on essaye de diminuer en termes de prévention des commotions cérébrales au football, au hockey, en limitant les coups à la tête, tu vas me dire. Les coups à la tête et les entraînements avec contact. Donc, aux États-Unis, c'est réglementé de façon très, très stricte, les entraînements complets avec contact. C'est limité dans le temps, au cours de chaque semaine, et c'est très, très scénarisé pour diminuer autant que possible tous les contacts inutiles et que ces contacts-là répétés sous-commotionnels qui ont possiblement un effet de prédisposition, un effet cumulatif en lien avec les commotions. Le casque à la boxe, chez les amateurs, est-ce que ça sert un dessin précis ou c'est complètement inutile avec le mécanisme dont tu parles? Lorsqu'il y a un coup direct à la tête, l'effet protecteur d'un casque est probablement très,
très limité. Tout à l'heure, je parlais des chutes à relativement basse vitesse, les chutes accidentelles, où ça peut faire la différence. Mais quand il y a des coups directs à la tête, le mouvement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, il est très peu affecté par la présence d'un casque. Okay. Donc, pour moi, un casque, c'est quelque chose qui doit servir à limiter un tant soit peu les conséquences des coups à la tête accidentels. Okay. Mais dans tous les sports, je crois qu'on doit viser à éliminer tout ce qui est coup à la tête intentionnel. Est-ce qu'on devrait abolir la boxe? Ça, c'est une question complexe et c'est pas moi qui va y donner une réponse définitive. Moi, je dirais que minimalement, il faut interdire les coups à la tête chez les mineurs. OK. Pour moi, une boxe avec coup à la tête chez un jeune qui n'a pas 18 ans, qui n'est pas en mesure de prendre une décision éclairée, légalement, je parle, ça devrait être interdit. Okay. Au-delà de ça, c'est un sport spectacle, c'est une industrie de spectacle. D'ailleurs, c'est comme ça que ça a été légalisé, là. Il faut continuer d'avoir une réflexion de société, se demander quelles sont les motivations financières qui peuvent susciter des gens en position de vulnérabilité à se mettre à risque. C'est ça la situation qui peut être éthiquement discutable. Et je ne suis pas sûr que c'est aujourd'hui qu'on va vider cette discussion-là. C'est intéressant, en fin de segment, tu parlais des coups d'impact sous-commotionnel à la tête à la boxe. J'avais déjà lu que les grands boxeurs étaient plus à risque puisque leur carrière est plus longue. Ils ne sont en général pas victimes de knock-out, alors qu'un boxeur de qualité inférieure, peut-être, lui, va faire une carrière très courte, des fois 1 ou 2 knock-outs, donc 2 bonnes commotions cérébrales, puis il change de carrière. Alors qu'un grand boxeur va faire 50 combats, il ne sera jamais mis KO, mais il va recevoir des coups à la tête. Ça rejoint peut-être un peu ce que tu disais tout à l'heure. Absolument. Il y a les coups sous-commotionnels, il y a les commotions qui ne se soldent pas par un KO. J'ai la misère à imaginer un boxeur dans un match qui se termine avec décision serrée, qui n'a pas encaissé suffisamment de bons coups à la tête pour se retrouver dans le vestiaire après le combat avec des symptômes de commotion. Et ça, ce ne sera pas toujours documenté. Alors, on prend une courte pause et on revient avec Dr Pierre Frémont pour discuter de médecine du sport. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Pierre, on a parlé en première section d'entrevue de commotion cérébrale, donc c'est vraiment un aspect vraiment spécifique de la médecine du sport. Puis là, on va peut-être, dans le fond, prendre du recul puis parler de médecine du sport en général. Là, j'ai mentionné en te présentant tout à l'heure que tu as été impliqué au football, mais également au hockey, en ski, dans l'ensemble de ces activités-là. Quelles sont là, globalement là, les blessures les plus fréquentes là, que tu as eu à traiter? Chez les sportifs, il y a 2 grandes familles de blessures. Les blessures traumatiques, les blessures de surutilisation. Okay. Donc, dans le domaine des traumatismes, c'est beaucoup le membre inférieur, les chevilles, les genoux, puis les impacts un peu n'importe où sur le corps. Les blessures de surutilisation, c'est beaucoup l'épaule, au niveau des genoux, membre inférieur. Il y en a aussi une multitude, mais il y a aussi
des blessures très spécifiques à des techniques particulières. Donc, par exemple, des problèmes de poignet chez les gymnastes. Donc, ça peut devenir très spécifique. Pointu. OK. Mais le plaisir, c'est de travailler avec des patients qui ont une motivation extrême à retourner vers leurs objectifs de performance. Avec ça, c'est ce qui rend la médecine du sport vraiment passionnante. Est-ce qu'il y a une discipline sportive dans laquelle tu aimais plus t'impliquer, que ce soit le hockey, le football, le ski, le patinage ou autre? Pour moi, l'implication sur le terrain, comme tu l'as mentionné au début, en football, hockey, ski alpin, ça a été une école. J'ai pas eu la chance de faire une année de formation dédiée à la médecine du sport, mais en début de carrière, je me suis beaucoup impliqué sur le terrain pour être exposé à tous les volets, notamment aigus, et à la guérison des blessures dans des milieux sportifs. Puis le football, évidemment, c'est une discipline avec plusieurs blessures traumatiques aiguës, qui a été une très belle école pour moi jusqu'en 99, avec la première Coupe Vanier. OK. Le hockey, évidemment. Le hockey, c'est là que j'ai découvert beaucoup les commotions cérébrales en complément du football. Puis l'implication en ski alpin, c'est vraiment intéressant aussi parce que ça, c'est la médecine du sport en déplacement. Ça, puis les Jeux majeurs, comme les Jeux olympiques, les Jeux panaméricains, c'est la médecine du sport, mais loin de chez soi. Donc, c'est une autre réalité où on doit gérer des situations de médecine du sport dans un environnement de chambre d'hôtel avec un accès parfois très variable et très limité dans certains cas à des ressources médicales auxquelles on a accès très facilement lorsqu'on est chez soi, là. Alors, tout ça, ça a complété, je dirais, ma formation en médecine du sport jusque dans le milieu, jusque vers 2012-2015, avant que je me concentre plus dans d'autres sortes d'implications, plus pour faire avancer les choses là, dans le domaine des commotions cérébrales. Et un autre thème qui m'est très cher, le maintien d'un mode de vie actif là, toute la vie pour éviter d'être malade, pour rester autonome, pour contribuer à ce que le coût de notre système de santé n'explose pas, là. Donc, et ça a ouvert la porte à la médecine du sport au Québec. Ça m'amène, j'ai plein de sous-questions qui me viennent en tête. D'abord, le ski alpin, on a l'impression que les seules blessures qui surviennent, ce sont des chutes dramatiques où les sportifs sont évacués sur des civières à toute fin pratique, mais en arrière-scène, est-ce qu'il y a un paquet de petites blessures là, qu'il faut gérer durant une compétition? Bon, cette image-là, on l'a parce que c'est très vendeur dans les médias. Ouais. C'est très vendeur dans les médias, les chutes, parfois avec des conséquences dramatiques, malheureusement. Donc oui, il y a beaucoup de blessures associées aux chutes, mais le ski alpin, c'est un sport où les athlètes s'entraînent énormément, poussent leur corps à la limite, ont à compétitionner avec des blessures actives, ont à gérer un problème chronique de maux de dos, par exemple. Donc, il y a toutes sortes de réalités beaucoup plus nuancées sur lesquelles on travaille. Ces athlètes-là voyagent avec des professionnels de réadaptation pour les aider à guérir certaines blessures, à éviter la reprise de certaines blessures avec un caractère chronique. Pensons au dos des skieurs, aux genoux des skieurs qui sont souvent problématiques au long cours. Puis c'est un travail de tous les jours d'essayer de gérer ces problèmes-là au cours de la carrière d'un skieur. J'avais déjà lu dans un livre sur les blessures associées à la course à pied qu'un des premiers conseils que l'auteur donnait, c'est que lorsqu'on se blesse en faisant de la course à pied, il faut que notre médecin fasse de la course à pied. Sinon, il ne comprendra pas nos attentes par rapport au retour à l'activité. Est-ce que tu dirais que pour être un bon médecin du sport, ça prend une certaine connaissance
sport comme tel, puis peut-être un amour même du sport? Il faut certainement prendre le temps de comprendre la spécificité de chaque sport, chaque type de discipline, les disciplines individuelles qui ont un caractère de résistance, de force, les disciplines d'endurance, les gestes techniques, les techniques de course. Quand on pense à la course à pied, le type de foulée, les coureurs qui courent de l'arrière, du milieu, de l'avant-pied avec différents types de chaussures. Il y a tellement de particularités à chaque sport qu'il faut connaître, à travers lesquels on va appliquer des principes généraux de réadaptation, mais ces principes généraux-là vont être adaptés à la réalité technique de chaque sport. Alors, c'est bien clair que chaque médecin du sport ne peut pas faire tous les sports, mais il doit certainement consacrer du temps à les comprendre. Un autre exemple, c'est la médecine de la danse. J'ai une collègue qui danse et qui voit des athlètes du monde de la danse. C'est le match et parfait. C'est extrêmement important parce que c'est techniquement tellement compliqué, la danse, que c'est un grand défi pour moi quand j'en vois occasionnellement. Alors, en l'absence de ta collègue. Dans certains cas, c'est tellement pointu que ça devient important d'avoir un médecin qui comprend la discipline. Lorsqu'on parle de, mettons, l'équipe nationale de ski alpin, peut-être de l'extérieur, je perçois ça quand même comme un sport un peu individuel, donc un individu dans une structure par rapport à une équipe de hockey, là. Donc, pour toi, ton approche du sportif, est-ce qu'il y a une dynamique différente dans un contexte comme ça, là, si on compare là, de... Dans les deux cas, il faut comprendre l'athlète comme individu en fonction de ces réalités-là. Dans un club de hockey, dépendamment du stade de la carrière d'un athlète, il peut avoir autant de motivation à rester un peu plus longtemps hors du jeu qu'à retourner trop vite au jeu. Il faut comprendre ça. Il faut pouvoir le discuter ouvertement avec notre athlète pour que, ensemble, on prenne des bonnes décisions éclairées par les bons éléments. Mais il faut comprendre ces dimensions-là. J'ai un souvenir d'une athlète aux Jeux olympiques qui est arrivée avec un antécédent de victoire aux précédents olympiques, c'est-à-dire une médaille de bronze, qui est arrivée avec une pression énorme, déracinée de son entraîneur habituel, parce qu'aux Olympiques, c'est un coach désigné par la Fédération nationale, qui est arrivé avec des symptômes anxio-dépressifs dans la clinique pour son examen au départ. J'ai passé un temps énorme à la comprendre, à l'encadrer, à l'aider à établir un réseau de communication avec son entraîneur habituel qui était dans les estrades et qui ne pouvait pas l'approcher. C'est toute une dimension qui touche littéralement la psychologie du sport qu'il faut intégrer dans nos interventions. J'aimerais ça t'entendre sur les enjeux éthiques reliés à la médecine du sport. Parce que dans une relation thérapeutique normale, là, c'est sûr que lorsqu'on traite un enfant, le parent est toujours là, mais lorsqu'on traite un adulte, c'est le patient et le médecin. Dans la médecine du sport, il y a plusieurs agents collatéraux, même au sport amateur, il y a l'équipe, des fois il y a le gérant, parfois il y a les parents qui voient leur enfant déjà dans un sport au niveau professionnel. Donc, comment tu perçois ça? D'abord chez les mineurs, disons. Là, ouais. Donc, des blessures répétées chez un mineur qui peuvent laisser des séquelles à long terme. Là, c'est très important de prendre conscience de ces pressions externes-là qui peuvent se traduire par des pressions auto-imposées par le jeune. Donc, le jeune fait partie d'une base d'informations erronées qui arrivent aux médecins. Des fois, on masque des choses. Des fois, on veut retourner trop vite et il faut en prendre conscience. Il faut faire beaucoup d'éducation. Notre objectif, c'est d'amener ces personnes-là qui
qui voient déjà leur enfant et l'enfant lui-même qui se voit déjà dans une grande carrière de sportif, il faut s'en faire des alliés. Il faut leur refléter notre compréhension de cette pression-là qu'ils se donnent et les convaincre que la meilleure chose à faire, c'est de penser un peu différemment, de faire les bons choix maintenant pour un petit peu plus tard, mais d'une façon bien consolidée en termes de blessures, revenir vers les très beaux objectifs qu'ils peuvent avoir parce que le jeune a peut-être beaucoup de talent, mais on s'entend que la majorité des jeunes sportifs, ils vont finir dans des études qui vont les mener ailleurs que le sport. Alors, des fois, il faut recadrer un petit peu, mais c'est une réalité de tous les jours en médecine du sport. Je dirais que la culture du guerrier ou de la culture du parent qui voit le jeune comme son fonds de pension en tant qu'hockeyeur professionnel, ça a probablement changé un petit peu depuis une dizaine d'années, là. Et les gens consultent le médecin du sport d'une façon ouverte, attentive, sont ouverts à nos arguments. Puis en général, il y a moyen d'intégrer ces considérations-là avec succès. Mais si on prenait un exemple là, fictif, mais que tu as sûrement connu, là, on imagine le 7e match d'une finale au hockey, il y a 2-3 jours, entre le 6e et le 7e match, il y a un joueur étoile qui se blesse. Ça prendrait techniquement un repos de 4 semaines pour une blessure musculo-squelettique. Puis on est le jeudi, il veut jouer le samedi. Là. Ouais. Puis toi, tu sais que c'est faisable. Bon. Dans ta tête de médecin, comment tu raisonnes ça? Tu dis, il va peut-être, là, tu dis, il va probablement aggraver sa blessure, mais ça va quand même être récupérable après. Ouais. Là, pour moi, il y a une ligne importante, c'est celle de l'âge adulte. OK. Je crois qu'il faut systématiquement adopter la même conduite chez un jeune, un mineur, qui ait un match important ou non dans les prochains jours. Okay. Chez un adulte, et moi je l'ai vu dans des matchs clés de fin de carrière, un dernier match universitaire, de discuter la possibilité de faire une anesthésie locale sur un ligament d'une cheville qui a une entorse, de dire on va t'enlever la douleur, on va t'immobiliser avec un bon taping, on sait qu'on va probablement aggraver un peu cette entorse-là, mais c'est le dernier match de ta carrière. Tu veux le jouer. Tu veux le finir, c'est une option. Mais il faut que tu comprennes les points positifs, les risques, et puis on prend une décision ensemble avec un adulte. Ça se fait. Le même scénario à 16 ans, ce serait non, c'est ça? Ce serait non pour moi. Pour toi, c'est ça. Ouais. As-tu eu des cas, ça peut être confidentiel, où tu as eu vraiment des pressions, là, soit des gérants de l'équipe, entraîneurs, parents, que toi, tu suggérais un retrait, de ne pas participer au match? Comme médecin du sport, moi, j'explique aux jeunes physios, aux jeunes médecins qui s'impliquent dans ces milieux-là, il faut établir une relation de respect de la décision médicale. Il faut prendre des décisions avec confiance, il faut les communiquer avec confiance, il ne faut pas communiquer de l'hésitation à un entraîneur parce que ça ouvre la porte à l'argumentation. Donc, quand on s'adresse aux jeunes, quand on s'adresse à un entraîneur, aux parents avec une décision, il faut le faire avec conviction, avec une certaine autorité. Puis il faut que ça ait été discuté au préalable quand on s'implique dans un milieu comme ça, parce que ça devient non gérable si tout est ouvert à l'argumentation. As-tu des cas où parfois tu as demandé des deuxièmes opinions à un collègue médecin sur un retour au jeu, un match important, où tu te retrouves parfois, où tu te retrouvais un peu isolé avec des décisions difficiles à prendre? En général, dans le sport de haut niveau, on va avoir, puis en général, dans les cliniques de médecine du sport, on a des collègues spécialistes, orthopédistes en particulier, qu'on peut consulter sur certaines pathologies. Puis dans certains cas, ils sont directement impliqués auprès de l'équipe avec nous comme spécialistes. C'est le cas au football, notamment. Alors, oui, on travaille en équipe, on consulte lorsque c'est nécessaire pour prendre ce genre de décision-là, de participer avec une blessure pour finir une saison à un moment clé, lorsque c'est acceptable. La question, c'est est-ce que c'est acceptable en termes de risque?
As-tu eu des cas dans ta pratique où tu as carrément recommandé aux sportifs de mettre un terme à sa carrière, que ce soit un enfant ou un adulte? Oui, ça m'est arrivé à quelques reprises en lien avec des commotions cérébrales ou surtout au début de mon implication dans le domaine où j'ai vu des jeunes qui avaient eu leur carrière de football secondaire, très jeunes, marqués par un enchaînement de commotions cérébrales avec des retours rapides. Puis là, j'avais constaté les critères de fragilité établis, c'est-à-dire des commotions qui arrivent avec des seuils de contact de plus en plus faibles, des guérisons de plus en plus longues à chaque épisode. Puis à un certain point, il faut arriver à constater la fragilité, à la communiquer, puis amener le jeune à penser à éviter ce type de sport-là. L'histoire de commotion répétée, ça ne doit pas toujours être facile à aller chercher, ça, au questionnaire? Parce que les coups à la tête font partie de l'activité? Ou... Oui, mais d'abord, en expliquant c'est quoi une commotion cérébrale, les jeunes sont capables de nous dire, généralement, à moins de volontairement choisir de mentir, mais là, quand le jeune arrive avec des symptômes qui sont envahissants, qui l'empêchent d'aller à l'école, qui permet, même s'il le voulait, il n'est pas en mesure de s'entraîner convenablement, ça devient évident, là, il va finir par devenir honnête avec lui-même, puis à vouloir des vraies réponses en fournissant la vraie information rendue là. Malheureusement, le fait, au début, de cacher ces choses-là, puis de se retrouver dans un état comme ça fait partie du problème. Mais rendu là, ils finissent par être honnêtes puis à vouloir prendre une vraie bonne décision. Au cours de ta longue carrière impliquée en médecine du sport, c'est ton plus beau souvenir de tous ces voyages, puis tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement? Oui. Des fois, on a l'impression d'être un petit peu au cœur du succès des athlètes. Puis en 2004, j'ai été assigné à l'escrime aux Jeux olympiques. Et puis, on avait une équipe de 4 merveilleux athlètes qui étaient en compétition contre les championnes du monde en titre. Je crois que c'était les Néerlandaises. Et qui ont fait la meilleure performance en date de 2004, en finissant 4e, en battant cette équipe-là. Et il y en avait 2 sur 4 là-dedans, pour lesquels on avait justement choisi de faire une anesthésie locale pour leur permettre de performer là, au niveau auquel ils s'étaient préparés, mais en éliminant l'aspect douleur. Alors, j'ai comme eu l'impression de faire partie un petit peu de cette victoire-là en leur permettant de performer de cette façon aussi bonne. Ça a été comme un beau souvenir d'être carrément au cœur d'une belle performance. C'est bien, c'est bien. On approche la fin de l'entrevue. As-tu une devise, un mantra, quelque chose que tu... soit dans le cadre de ta carrière en médecine du sport ou autre, là, que tu dis souvent, ou les gens disent « Ah, Dr Frémont, il dit tout le temps ça », ou il dirait ça. Ce que je dis à tous les stagiaires, que je dis souvent à mes patients chez qui je m'apprête à faire une infiltration ou à donner un anti-inflammatoire, en médecine du sport, on prépare le terrain à un effort de réadaptation qu'on ne peut pas faire à la place du patient. Puis il faut leur donner ce signal-là. Si on les soulage puis qu'ils se pensent guéris et qu'ils n'investissent pas dans un effort de réadaptation pour éviter de se reblesser, alors moi, c'est le message que je donne constamment, autant aux étudiants qu'aux patients, que je ne fais que préparer le terrain à leur travail de réadaptation pour finir de guérir cette blessure-là que moi, j'ai seulement soulagé pour les rendre compatibles avec cet effort-là qu'ils doivent faire. Tu serais un genre de catalyseur ou un agent facilitateur, en quelque sorte. Ça ressemble à ça. On est en pleine pandémie, on est peut-être à l'aube d'une autre vague reliée au variant Omicron, donc notre système de santé est passablement mis à mal. Dirais-tu quand même qu'on a un bon système de santé au Québec? Question politique. Oui, écoute, moi j'ai toujours vu, en me promenant un petit peu, en parlant avec mes collègues
ailleurs au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. En Angleterre, entre autres, il y a un système de santé public qui nous ressemble. Je pense que pour un système de santé universel, on a un bon système de santé. Un système de santé où personne n'a besoin de faire faillite ou de se mettre à risque de ne pas avoir de système de santé en n'ayant pas d'assurance parce qu'ils n'ont pas les moyens d'en avoir. Donc, ça, pour moi, c'est précieux. On ne doit jamais mettre ça de côté et on a un très bon niveau de soins, même si on ne peut pas tout avoir demain matin. Okay. Même si des fois, comme société, il faut décider si on se donne le traitement à plusieurs millions de dollars par année pour un patient. On a des réflexions difficiles dans un système de santé public, mais oui, il faut continuer d'essayer de faire mieux en termes d'accès aux soins de première ligne, mais on a un bon système de santé, il ne faut pas l'oublier, il faut regarder ailleurs, il faut regarder les alternatives, puis constater qu'on a réussi quelque chose de bien. Je crois, moi, comme professionnel, professeur en réadaptation, je crois que dans une perspective d'exercice pour la santé, une chose qui pourrait s'améliorer, c'est l'accès aux soins de réadaptation. Il faut se rappeler que la physiothérapie, c'est encore quelque chose qui est du domaine privé au Québec, mais c'est tellement important pour prévenir les blessures, pour rester actif, pour garder son autonomie à toutes les étapes de la vie. Puis là, si on reste autonome, actif, il va y avoir moins de diabète, il va y avoir moins de maladies cardiaques. Donc, on travaille en prévention, en amont des choses. Donc, il faut améliorer les soins, l'accès aux soins de réadaptation, les infrastructures de loisirs et de sport accessibles à tous. On fait des beaux progrès dans ce sens-là, puis il faut continuer. Tu as à toute fin pratique répondu à ma dernière question du bloc principal sur la définition de la santé. De toute évidence, pour toi, ça passe par l'activité physique? Absolument. Il faut... Pierre Lavoie fait un travail extraordinaire à essayer d'ancrer cette valeur-là dans la vie des jeunes. Et il faut que ça continue à toutes les étapes de la vie. Moi, une frustration, mais un grand bonheur en même temps, c'est de voir ce retraité-là de 70 ans qui passe à côté de moi en pleine forme quand moi je commence ma saison de ski de fond au Mont-Sainte-Anne avec une horrible sensation de déconditionnement. Puis là, j'ai cette espèce d'athlète de 70 ans qui passe à côté de moi en plein équilibre. Un genre de Jack Rabbit. Oui, je trouve ça de toute beauté et c'est une des choses qu'on essaie de faire en médecine du sport, c'est garder ces gens-là, les ramener le plus vite dans ces sports-là, peu importe leur âge. Est-ce qu'il devrait y avoir un message quand même ça a été dans les médias récemment de faire attention quand même au surentraînement, puis peut-être aux méfaits là, de certains types d'activités, là, comme je ne suis pas un spécialiste, mais les ultramarathons, puis des choses. On a tellement de science sur l'exercice pour la santé, et ça inclut une compréhension de des méfaits, quand est-ce que ça devient trop. On a des belles méta-analyses qui nous démontrent qu'au-delà d'une certaine quantité, les bénéfices s'estompent et on retombe, la courbe remonte vers des conséquences néfastes. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tous vouloir faire des ultramarathons à partir de 50 ans. Là, la crise de la cinquantaine qui donne envie de faire des ultramarathons, ce n'est pas une bonne chose. C'est pas nécessaire. Si on fait jusqu'à 2-3 fois le 150 minutes de base qui est recommandé à tous, d'activité modérée à vigoureuse, c'est parfait. Pas besoin de faire 5, 6, 8 fois pour se préparer pour un ultramarathon, là. Alors, merci beaucoup. Alors, comme tu le sais sans doute, il y a une section baguette magique dans cette entrevue, donc on termine toujours sur une note un peu plus légère. Si je te donnais une baguette magique et je te laissais instantanément changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, donc le 15 décembre 2021, ce serait quoi? J'essaierais d'introduire des mesures pour faciliter l'adoption d'un mode de vie actif. Des mesures fiscales,
des déductions pour des activités sportives, un support aux stratégies d'entreprise pour garder les employés actifs. J'ai mentionné tout à l'heure les soins en réadaptation. Pour moi, ça va tout ensemble. Essayer de convaincre nos gouvernements, même si ça ne donne pas toujours des résultats avant la prochaine élection. Exact. Ça, c'est moins stimulant pour les gouvernements. Convaincre les gouvernements qu'il faut agir en amont et de prendre la bonne décision noble d'agir sur des choses qui vont peut-être avoir des résultats 2 ou 3 gouvernements plus tard. Effectivement. Et si je reprends la baguette et je te donne le loisir de rencontrer n'importe qui dans le monde, qu'il soit vivant ou décédé, pour prendre un café, un verre d'eau, un verre de vin, ce serait qui? Il y a quelques années, je t'aurais peut-être dit Nelson Mandela, mais aujourd'hui, j'aurais envie de te dire, tu as nommé quelqu'un qui est encore vivant, parce que c'est peut-être réaliste de penser le rencontrer. Pas réaliste, mais faisable plausible. Théoriquement. Je te dirais Barack Obama, avec ce qu'on vient de voir aux États-Unis, cette espèce de polarisation, de manipulation de l'information, qu'on a l'impression de voir apparaître un petit peu chez nous à travers ce qu'on voit autour de la vaccination. Je trouverais ça fascinant d'essayer de comprendre le monde actuel avec quelqu'un. Tout ce qui est aussi au niveau des différences culturelles, des différences raciales, m'asseoir avec quelqu'un comme Barack Obama, puis essayer d'y tirer les verres du nez sur sa vision de tout ça après ce que lui a vécu directement et comme observateur depuis ce temps-là à travers Donald Trump et ce qu'on voit maintenant. Alors, oui, moi, c'est Barack Obama. Oui. C'est bon. As-tu une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme que tu aimerais nous présenter? Oui. C'est une fondation à travers un des fonds dédiés de la Fondation de l'Université Laval que ma mère a mis en place. Ma mère a 95 ans, est en pleine forme et elle a toujours été active. Elle nous a toujours supportés à faire du sport à une époque où c'était pas une valeur populaire, absolument partagée chez tout le monde. Puis elle a mis en place un fonds qui s'appelle le Fonds pour la médecine de l'exercice et le maintien d'une vie active. Un fonds qui vise à accompagner, je dirais, la mission élargie qu'on s'est donnée au PEPS de l'Université Laval, d'une médecine du sport qui n'est plus limitée à la communauté universitaire, mais qui vise à recevoir tout le monde qui veut retourner dans ses activités, puis qui a un petit problème, que ce soit de l'arthrose ou une blessure de surutilisation chez une personne. On parlait de Jack Rabbit, 70 ans tout à l'heure. On veut le voir à la clinique, on veut l'aider à rester actif. Donc, c'est un fonds de la Fondation de l'Université Laval qui a été mis en place en parallèle de cette nouvelle clinique 2.0 au PEPS de l'Université Laval. Numéro 0638, ça intéresse. On va mettre le lien sur tes notes de balado. Parfait. Puis, qu'est-ce qui motivait ta mère à mettre ça en place? Son amour du sport ou Ma mère, on est 5 enfants et elle nous a demandé, elle a dit, j'ai le goût de faire une contribution charitable, je suis capable de le faire et j'ai envie de soutenir une cause. Elle nous a demandé des idées, des suggestions. J'ai 2 sœurs qui ont été enseignantes dans le domaine de l'activité physique pendant toute leur carrière. Et on a rapidement fait consensus autour de cette idée-là. Ça a emballé ma mère et puis elle a décidé d'aller dans ce sens-là. Excellent. Alors, on va s'assurer que les auditeurs aient accès aux coordonnées. Peut-être un dernier conseil avant de nous laisser ou une pensée... Ça peut être pour des étudiants en médecine, des patients, des sportifs. Bien, que ce soit comme professionnel de santé ou comme individu, pour toi, pour moi, il faut que tout le monde sache comment c'est spectaculaire l'impact d'un mode de vie actif pour la santé. Si une compagnie pharmaceutique avait un comprimé qui fait pour une seule maladie ce qu'un mode de vie actif fait pour
des dizaines de maladies à des pourcentages d'impact énormes de 40-50% de réduction, de complications, d'incidence de maladies, etc., il ferait fortune. L'exercice le fait pour des dizaines de maladies. Et c'est spectaculairement bien démontré. Alors, restez actifs tout le monde, trouvez un moyen de bouger, marcher, c'est gratuit. Pas besoin de prendre un abonnement à 2000 $ au Mont-Sainte-Anne. On peut être actif, peu importe ses moyens dans la vie. C'est bon, merci Pierre. Alors, ceci conclut un entretien fort intéressant avec Dr Pierre Frémont, qui est médecin de famille à Québec, mais qui est, comme vous l'avez compris, beaucoup plus. Alors Pierre, merci beaucoup. Ça m'a fait grand plaisir. Merci Jean-Pierre. On va sûrement se revoir parce que tu as semé dans ma tête certains sujets de balado qu'on pourrait certainement aborder plus tard. Alors, je remercie les auditeurs. Je vous invite à visiter le site web du balado qui est baladosanté.ca au www.baladosanté.ca. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix via le site web. Donc, vous pouvez vous abonner au site web. Donc, vous recevrez des courriels occasionnellement pour vous annoncer les épisodes. Vous pourrez m'envoyer des commentaires, me suggérer des invités. Et je fais également appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.